Alors, comment poser la question de l'expérience communale médiévale depuis l'observatoire qu'offre l'histoire des cités grecques? J'ai l'impression que c'était un peu la question qui m'était posée par Patrick. Alors, évidemment, une première réponse, la plus simple, la plus évidente, aussi sans doute la plus plate, pourrait consister à scruter la façon dont le souvenir de la cité grecque a pu inspirer l'expérience communale, et en particulier l'expérience communale italienne. Dans ce cas, on se tournerait, par exemple, vers un texte célèbre, l'éloge de Florence, de Leonardo Bruni, rédigé au tout début du Quattrocento en 1403. On sait que ce grand texte de la fierté communale qui exalte la constitution républicaine florentine est à l'origine, dans toute l'Europe du XVe siècle, et selon un procédé quasi mimétique, d'une multitude d'éloges des villes. Ainsi, en 1436, dans le cadre des réflexions autour du lieu du concile, Decembrio rédige un éloge de Milan. Quelques années plus tard, Piccolomini rédige un éloge de la ville de Bâle. Donc autant de textes qui prennent pour point de départ l'éloge de Florence de Leonardo Bruni. Mais alors on remarquerait aussitôt que le texte même de Leonardo Bruni se voulait la reprise d'un autre texte. L'éloge de Florence avait un grand modèle qui était le discours panathénaïque ou l'éloge d'Athènes, rédigé sous le règne d'Antonin le Pieux, au milieu du IIe siècle de notre ère, par Aelius Aristide. Et Bruni ne faisait pas qu'imiter les règles de composition externe du discours d'Aristide, il projetait le souvenir idéalisé de l'Athènes antique, qui était un objet nouveau dans l'Italie du début du XIVe siècle, du début du XVe siècle, sur la réalité florentine présente. Mais à y regarder de plus près, on se poserait la question alors de savoir de quelle Athènes véritablement il était question dans le discours d'Aristide. Et en fait, ce discours était le fruit d'un montage complexe. C'était un discours écrit pour être prononcé théoriquement durant la grande fête athénienne des Panathénées, et Aristide entendait à ce moment-là faire revivre le classicisme athénien de l'époque classique dans le contexte de la domination impériale romaine, et donc célébrer la plus illustre des cités grecques au moment où la puissance romaine était étendue sur toute la Grèce. Et de toute façon, ce n'est pas l'Athènes du IIe siècle que célébrait Aristide, c'était l'Athènes du IIe siècle réactivée par la mémoire de la grande Athènes du Ve siècle. Et donc l'idéalisation des formes politiques passées permettait, dans le contexte du IIe siècle, de revendiquer une forme d'autonomie toute relative, mais de la cité dans le cadre romain. De ce point de vue, l'éloge d'Aristide procédait d'un montage de temps hétérogène qui formait un anachronisme. L'ancien et le nouveau se rejoignaient dans cette Athènes du IIe siècle, et la cité devenait un objet anachronique parce que célébré au plus que passé, pour reprendre une expression de Georges Didier Huberman. Et d'ailleurs, Aristide a une formule surprenante quand il écrit à propos d'Athènes: « Seule entre les cités, elle surpasse l'ancien par l'ancien, le nouveau par le nouveau, ou si l'on veut, l'ancien par le nouveau, et le nouveau par l'ancien. » Et en réalité, l'éloge d'Aristide ne peut lui-même se comprendre qu'à la lumière d'un autre texte, antérieur de 7 siècles, avec lequel il entend rivaliser. Ce texte, c'est la très célèbre oraison funèbre de Périclès, écrite par Thucydide, et par laquelle le stratège athénien célébrait les morts de la première année de la guerre du Péloponnèse en 430. Et Aristide reprend des lieux communs du discours thucydidéen, tout en développant aussi certains thèmes tout à fait originaux qui l'éloignent du récit thucydidéen. Alors, comment penser ces emboîtements ou ces jeux de transparence successifs par lesquels, dans l'Athènes du IIe siècle, comme à Florence au début du XVe siècle, pour ne rien dire de Milan ou de Bâle, l'expérience de l'Athènes classique, ou peut-être déjà plus exactement la cité de Périclès telle que Thucydide l'a rêvée près de 30 ans après sa disparition, mais comment l'expérience de l'Athènes classique faisait résurgence. Ces résurgences, elles n'offraient pas seulement le récit d'une translatio par laquelle le souvenir d'Athènes n'a cessé d'être célébré
pour qu'à chaque fois on en capture le prestige. Florence prétendant être, d'une certaine façon, une nouvelle Athènes. Il s'agit aussi d'autre chose. L'idée selon laquelle, par-delà la discontinuité temporelle, une expérience, aussi lointaine fût-elle, puisse non seulement offrir des ressources de sens pour le présent, mais aussi littéralement être revécue. Et ces rejeux de l'expérience athénienne, ils ne relèvent pas seulement, loin de là, d'un usage sauvage, profane, auquel s'opposerait un usage savant, réflexif, qui serait immunisé contre tout détournement de nature idéologique. Et la seule évocation du nom de Leonardo Bruni, qui est quand même le grand traducteur de Platon en Occident, l'atteste. Je veux dire par là que la tradition savante sur l'Antiquité gréco-romaine, c'est toujours aussi voulu une façon de faire revivre la Grèce au présent et pour le présent, dans un acte à la fois de restitutio et de rénovation. Produire un savoir scientifique sur le monde gréco-romain a toujours aussi consisté dans le fait de revivre littéralement l'expérience grecque ou l'expérience romaine. Schlegel écrivait « Vivre de façon classique et réaliser en soi-même l'Antiquité de façon pratique, voilà le sommet et le but de la philologie. » Comme si la philologie avait les moyens de faire renaître, à la manière un peu d'un exercice spirituel antique, la Grèce. Il s'agirait de réaliser en soi-même l'Antiquité. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire que la Grèce de personne, pour reprendre le titre du livre très important de Jean Bollack, qui était un plaidoyer contre toutes les formes d'instrumentalisation dont la Grèce et l'étude de l'héritage grec pouvaient faire l'objet, et livre important dans lequel Bollack avait cette expression très belle où il expliquait que la philologie, la science philologique, culminait lorsque la tradition se libère d'elle-même. La tradition se libère d'elle-même, se transforme et s'organise. Voilà l'horizon de la philologie. Mais d'une certaine façon, la Grèce de personne, c'est un fantasme scientifique irréalisable et irréalisé. C'est en somme une utopie. Bon, on le sait tous, l'extrême contemporain a magnifiquement donné lieu à ces jeux de transparence. Et j'en veux pour preuve la référence protéiforme mais constante à la Grèce ancienne, par exemple dans un mouvement à quelques centaines de mètres d'ici, comme Nuit debout. Alors je vous lis, parce que c'est quand même instructif, un court compte-rendu d'assemblée qui s'est tenu place de la République le 27 mai 2016. L'Assemblée de Nuit debout avait mis ce soir-là à l'ordre du jour la question suivante. Comment articuler la pratique politique consciente avec un travail à temps plein? Et je vous lis le compte-rendu que j'ai un peu ramassé, mais j'ai gardé l'intervention de 5 intervenants successifs, et vous allez voir que la Grèce est tout le temps là. Donc, premier intervenant, on a mis en place des professionnels de la politique pour s'occuper de la vie publique. Résultat, on ne fait plus rien, on ne dialogue plus entre nous et les politiciens ont intérêt à ce que tout aille mal pour justifier leur métier et leur salaire. Est-ce qu'on est vraiment prêt à prendre du temps pour s'occuper de la vie de la cité? Deuxième intervenant, la démocratie, c'est les Grecs. C'est faux, le mot est grec, pas le concept, et la démocratie grecque était réservée aux nantis. Là-dessus, un troisième intervenant intervient, le troisième intervenant dit « Dans le travail, on est sous la coupe d'un dictateur, le patron. Dans la Grèce antique, les riches étaient ostracisés, car ils pouvaient prendre trop de pouvoir et l'accumulation de richesses génère de la pauvreté et donc des gens qui n'ont pas le temps de penser à autre chose que de trouver à manger. On devrait avoir du temps réservé à la politique. » Quatrième intervenant, aujourd'hui on n'est pas en démocratie mais en république. Dans la démocratie, tout le monde peut accéder aux fonctions politiques, ce n'est pas le cas en France. Les Grecs ont montré qu'on ne pouvait pas travailler et participer à la vie politique. Ils avaient des esclaves qui travaillaient pour eux. Il faut réduire le temps de travail de chacun pour qu'on puisse tous participer à la vie démocratique. Et là-dessus, le cinquième intervenant dit « Il faut faire attention au fait que les opinions ne se transforment pas en certitude. Plus on sait, plus on se rend compte de la complexité des choses et que l'inconnu est énorme. » Bref, l'ostracisme, la non-professionnalisation de la vie politique, et même peut-être dans la dernière intervention une référence tacite à la figure socratique, le souvenir des Grecs, dans leur plus grande généralité, était partout. Et le rappel même de l'esclavage au cœur du fonctionnement du politique, permettant même de justifier la mise à distance du travail qu'exigerait toute politique authentique. Bref, Nuit debout a été à sa manière un grand retour à la Grèce antique. Et l'efficacité des jeux de miroir étant évidemment redoublée par la situation de la Grèce contemporaine. À en croire ces assemblées, qui prenaient le nom d'agora, tout geste d'assemblée et de délibération renverrait en dernière instance à l'expérience grecque. Et peut-être est-ce finalement
le propre d'un régime d'autogouvernement qui s'est rêvé lui-même transparent, au sens où il était fondé sur la pleine publicité de la vie collective et le contrôle permanent des détenteurs du pouvoir. Nicole Leroux parlait de transparence réalisée dans l'identification du rationnel et du politique. Peut-être est-ce le propre d'un régime qui s'est rêvé lui-même transparent de s'offrir à l'infini à ces jeux de transparence. En tout cas, pour les historiens antiquisants, une réflexion originale semble s'imposer d'emblée pour aborder la question de l'usage au présent de la référence grecque, et au-delà du paradigme de la rénovatio que je mentionnais. Je pense à la distinction formulée par Cornelius Castoriadis entre ce qui serait un usage paradigmatique et un usage germinal de la Grèce ancienne. On sait que Castoriadis a vu, dans la Grèce d'époque archaïque et du début de l'époque classique, la première société de l'histoire à s'être interrogée explicitement sur sa propre institution et à se reconnaître comme la source de ses propres normes. Normes qui font l'objet d'un choix délibéré, débattu par la société. Voici pour Castoriadis qui serait l'auto-institution explicite de la police, de la cité grecque, pensée comme un processus continu, et que Castoriadis décrivait dans les termes d'une sortie de l'hétéronomie et de l'avènement de l'autonomie. Pourquoi s'intéresser alors à la Grèce ? Castoriadis n'a cessé de vouloir répondre à cette question. Non pas, expliquait-il, au sens où nous serions les dépositaires d'un héritage, et la question évidemment étant la nature de ce nous en question, non pas au sens où il faudrait défendre les anciens, car ce sont nos anciens. Il ne s'agit pas non plus de s'intéresser à la Grèce à la manière d'un modèle à imiter, ce qui relèverait d'un usage paradigmatique de la référence grecque. Non, la Grèce s'offrirait comme un germe. Et il y a plusieurs façons de comprendre cette métaphore naturaliste. La Grèce est un germe au sens où il y a un lait grec qui ne cesse de nourrir, de féconder le présent. Et par exemple, chez Castoriadis, ce qui est éminemment discutable, l'universalisme moderne ne ferait qu'étendre et approfondir la signification imaginaire centrale de l'autonomie posée par ce germe grec. Mais surtout, l'usage germinal consisterait à ressaisir une expérience de l'histoire sur le monde d'une virtualité, sur le mode d'une virtualité toujours potentiellement opérante dans le présent. Cette création, écrit Castoriadis, par exemple celle de la démocratie athénienne, a été contingente, mais elle a du moins pour nous ce caractère absolument extraordinaire que cette contingence n'empêche pas une sorte de pérennité virtuelle de certains aboutissements. Bon. Il y aurait beaucoup à dire sur la Grèce de Castoriadis. On pourrait discuter à l'infini, notamment les limites de cet acte d'auto-institution dont la police aurait offert le premier accomplissement. Comme d'ailleurs l'opposition tranchée que Castoriadis fait entre société fondée sur l'hétéronomie et société fondée sur l'autonomie. Mais ce sur quoi je souhaite juste insister dans cette introduction, c'est la façon dont Castoriadis a envisagé notre rapport à la Grèce. Et si on suit ces derniers séminaires, Castoriadis explique que pour que ce germe trouve son sens dans le présent, il faut aussi, de notre part, ce qui constituerait un acte d'institution imaginaire. Je cite Castoriadis. Cette signification, ou plutôt ce magma de signification, qu'est l'histoire des cités grecques, nous ne pouvons la saisir qu'en posant un schème imaginaire, ou même la matrice d'un tel schème qui rendra à cet objet historique son inconcevable unité polyphonique, redonnera sens à une foule innombrable de manifestations et fera voir des choses qui sans lui seraient restées invisibles. Et cette opération n'est jamais une reproduction ni un décalque de l'objet, mais une recréation qui, tout en restant en rapport avec l'objet historique, nous le fait apparaître à nouveau dans un sens plein, ce qui ne veut pas dire exhaustif ni rigoureusement démontrable, comme monde de signification. D'une certaine façon, dans cette séance, à travers nos trois interventions, c'est ce schème imaginaire qui constitue l'horizon de sens à travers lequel l'expérience civique grecque n'a cessé d'être interrogée, donc qui fait voir, si on suit Castoriadis, des choses autrement invisibles, et qu'il nous faut poser pour accéder à la signification véritable de cette expérience, qui sera au cœur de la séance. Donc elle se déroulera en trois temps, qui correspondent à trois perspectives
sensiblement différentes. J'évoquerai pour ma part, dans un premier temps, l'historiographie contemporaine, moderne ou récente autour de la cité grecque et la façon précisément dont la question de l'expérience du commun s'y déploie. Puis, dans un second temps, Yves Saint-Omer, politiste, théoricien du politique, professeur à Paris 8, et qui revient tout juste de Boston, qui a beaucoup réfléchi autour de toutes les formes d'expérimentation démocratique contemporaine, les tirages au sort, les jurys citoyens, et qui souvent, toutes formes d'expérimentation qui peuvent se réclamer du lointain passé grec, mais qui a aussi publié plusieurs ouvrages importants sur des grandes figures de la théorie politique moderne, Habermas, Weber. Yves Saint-Omer donc parlera de la référence grecque à l'œuvre chez les théoriciens contemporains du politique, puis Carole Wiedmeyer, qui est à ma droite, philosophe et traductrice, qui enseigne à l'université de Besançon et qui est spécialiste de philosophie politique contemporaine. Elle a publié un livre autour de ces deux figures centrales dans notre rapport à l'Antiquité grecque que sont Hannah Arendt et Léo Strauss. C'était Fin de la philosophie politique, qui était paru en 2012 aux éditions du CNRS, et qui a aussi récemment édité, c'est-à-dire traduit, commenté et préfacé l'ouvrage d'Hannah Arendt, Qu'est-ce que la politique ? Carole abordera justement la question de l'expérience grecque dans l'œuvre de Hannah Arendt. Donc je ferai une première intervention, et puis à la fin de chaque intervention, on laissera un temps pas trop grand autour des questions précises sur chacune de ces interventions, et puis on laissera un temps plus important à la fin de la dernière intervention pour reprendre toutes les questions transversales à nos trois propos et lancer la discussion. Parfait. D'accord. Alors, donc après ces mots d'introduction, je commencerai mon intervention en évoquant un texte peu connu de la littérature grecque. Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un guide de voyage, mais d'un guide de voyage antique. Un certain Héracléidès, sans doute à la fin du IIIe siècle avant notre ère, dans un traité au sujet des cités grecques, raconte le bref séjour qu'il fit à Athènes. Dans l'Athènes du milieu de l'époque hellénistique, Héracléidès écrit sans doute dans les dernières décennies du IIIe siècle. Pour décrire son parcours, il commence par présenter l'entrée dans la ville depuis la campagne attique. La route est agréable, la campagne autour entièrement cultivée et, semble-t-il au regard, hospitalière. À première vue, explique Héracléidès, la douceur de cette vie campagnarde contraste avec l'espace urbain, avec ce qui se déroule dans la ville même d'Athènes. Héracléidès écrit « La cité, elle, est entièrement sèche, elle est mal alimentée en eau, et du fait de son ancienneté, elle est mal distribuée en rues et en quartiers. La plupart des maisons sont simples, peu sont confortables. Mais rapidement, si on suit la description d'Héracléidès, la splendeur des bâtiments publics assure aux visiteurs qu'il n'est pas dans n'importe quelle ville de Grèce, il est bien à Athènes. Au premier regard, un étranger pourrait difficilement croire que c'est là la fameuse cité des Athéniens. Mais très vite, il le croirait volontiers, tant c'est là que se trouve ce qu'il y a de plus beau sur terre. Et Héracléidès de citer l'ensemble des monuments exceptionnels qui font la cité. Un théâtre qui mérite d'être mentionné, il est grand et admirable. Un somptueux sanctuaire d'Athéna qui se voit de loin et qui mérite d'être vu. 3 gymnases, l'académie, le lycée et le kynosarge, tous couverts d'arbres et d'un gazon bien vert. Des fêtes de toutes sortes. Des passe-temps récréatifs pour l'esprit auprès de philosophes de toutes les écoles. De nombreux jours fériés et des spectacles permanents. Puis il évoque le plaisir incomparable que tout visiteur connaît lors de son séjour à Athènes. Grâce à des spectacles et à des loisirs pour le peuple, la cité vous rend insensible à la faim et fait oublier les bienfaits de la nourriture. Pour qui a emporté des provisions de route avec lui, aucune ville ne peut rivaliser avec celle-là pour le plaisir. En outre, la cité a d'autres agréments en grand nombre. Les cités voisines sont en réalité ses faubourgs. Ce texte paraît à première vue assez plat, puisqu'il énumère les monuments les plus célèbres de l'Athènes classique et hellénistique, monuments d'ailleurs que tout touriste contemporain peut encore visiter. Et de fait, les historiens n'ont guère prêté beaucoup d'attention à ce texte. Ils l'ont utilisé évidemment pour retracer l'histoire du paysage urbain athénien,
tout en notant quand même la pauvreté des informations qu'il livrait. Ils ont aussi observé qu'Héracléides centrait sa description sur des monuments emblématiques de la culture athénienne de l'époque classique, en passant sous silence les lieux d'exercice de la vie politique. Certains y ont vu le symptôme ou la marque de ce qui serait le projet athénien à l'époque hellénistique, celui d'une cité qui aurait reconverti le souvenir de sa puissance politique et militaire pour devenir une capitale culturelle du monde grec. Mais ils ont toujours refusé, d'une façon, de prendre au sérieux ce dont il est vraiment question dans le texte, c'est-à-dire le plaisir de la vie urbaine, comme si ce plaisir ne pouvait pas vraiment être un objet d'histoire. Et de fait, l'originalité du guide d'Héracléides, notamment par rapport à la tradition antiquaire postérieure, tient à ce qu'il entreprend non pas de se livrer à une pure et simple description des monuments qu'il visite, mais il entreprend aussi de décrire l'atmosphère des villes. Le plaisir de la vie athénienne, ici, est sensible à travers le rôle accordé à la description du théâtre, qui est au cœur topographique et symbolique de la vie athénienne. C'est par le théâtre que commence sa description d'Athènes, c'est par rapport au théâtre que se situe le Parthénon, et le peuple athénien lui-même est d'abord présenté comme un peuple de spectateurs, et le meilleur peuple de toute la Grèce pour ce qui est de juger la qualité des spectacles. Le plaisir de la vie urbaine, ce sont aussi les fêtes nombreuses que mentionne Héracléides et les 3 gymnases ombragés dans lesquels dissertent régulièrement les philosophes. Si bien, finalement, nous dit Héracléides que ce que viennent chercher les étrangers de passage à Athènes, c'est une forme de dolce vita, propre à l'Athènes du IIIe siècle. Alors sans doute, le texte d'Héracléides ne présente-t-il qu'un intérêt limité d'un point de vue littéraire, et les informations historiques qu'il livre sont en réalité très minces. Mais puisqu'il s'agit en réalité d'un des très rares textes qui entreprend de restituer à hauteur d'homme l'expérience sensible de ce que fut la cité athénienne comme espace urbain et comme entité politique, peut-être faut-il davantage le prendre au sérieux si on veut interroger le propre, justement, de l'expérience communale athénienne. Mais ce qui m'intéresse, finalement, c'est moins la description d'Héracléides elle-même, même si j'y reviendrai un peu par la suite, mais plutôt le désintérêt qu'elle a suscité chez les historiens modernes. Ce texte, on ne sait pas très bien quoi en faire. Et la raison, à mon avis, en est assez simple. C'est que l'imagination historienne, au sujet de la cité grecque, a presque naturellement tendance à identifier la vie communautaire athénienne aux formes paroxystiques au cours desquelles la communauté civique se donne à voir, qu'elle mette en scène son unité, par exemple dans les grands rituels collectifs, ou qu'elle mette en scène ses divisions, par exemple dans les lieux du politique, tels que l'Assemblée. Au risque, du coup, de faire du citoyen une figure assez abstraite, dont la vie entière s'épuiserait dans sa participation aux grandes manifestations civiques, au risque aussi de négliger ce qu'aurait pu être l'expérience ordinaire, intermittente, du sentiment communautaire, les temps faibles et les temps forts de l'appartenance politique. Pour mieux comprendre ce paradigme, ici évidemment brossé à très grossier, il faut quand même se tourner vers la façon dont différentes traditions historiographiques ont construit l'objet cité grecque, et plus largement ont pensé l'avènement du politique en Grèce ancienne. Un point de départ intéressant à cet égard, évidemment, est l'anthropologie historique de Jean-Pierre Vernant. Prenons son premier grand livre, Les origines de la pensée grecque, publié en 1959. Dans Les origines de la pensée grecque, Vernant avait entrepris de décrire ce qu'il appelait l'univers spirituel de la polis, dont il situait l'émergence au milieu de l'époque archaïque, autour des 7e, 6e siècles. La cité, la naissance de la cité, désignait alors non pas seulement l'apparition d'une structure de peuplement inédite, ou l'apparition même d'institutions politiques qui auraient succédé au pouvoir royal, aux pouvoirs royaux. Il s'agissait de bien plus que cela. Il s'agissait de l'invention d'une nouvelle forme de vie communautaire
Par elle, la vie sociale et les relations entre les hommes prennent une forme neuve, écrivait Vernon. Et l'univers spirituel de la police, pour reprendre son expression, se caractérisait alors tout d'abord par l'extraordinaire prééminence de la parole sur tous les autres instruments de pouvoir, le caractère de la pleine publicité donnée aux manifestations les plus importantes de la vie sociale. Vernon écrivait « La vie sociale, et l'expression est quand même frappante, la vie sociale est ainsi livrée à une publicité entière. » Et aussi l'apparition de la forme égalitaire. Ceux qui composent la cité, si différents qu'ils soient par leur origine, leur rang, leur fonction, apparaissent d'une certaine façon semblables les uns aux autres. Cette similitude fonde l'unité de la cité, les liens entre les hommes prenant la forme d'une relation réciproque, réversible, remplaçant les rapports hiérarchiques de soumission et de domination. Et cette cité rêvée, elle épousait les formes d'une architecture idéale. La cité, écrivait Vernon, crée un espace social entièrement nouveau, espace public, centré sur l'agora, avec son foyer commun, où sont débattus les problèmes d'intérêt général, espace où le pouvoir ne réside plus dans le palais, mais au milieu, eis meson. Chez Vernon, il y a l'idée d'une forme spécifique qu'on peut tracer depuis les guerriers homériques jusqu'à la cité classique, et qui constitue, d'une certaine façon, un modèle architectonique idéal de toute cité, le centre vide, au centre duquel, au milieu duquel plutôt, un individu vient prendre la parole. Et dans la cité, Vernon et à sa suite d'Étienne ou Vidal-Naquet n'ont cessé de le dire, le pouvoir est mis en commun, placé au centre de la communauté. Au moment même où paraissaient les origines de la pensée grecque de Vernon, le travail des archéologues offrait de quoi alimenter cette représentation. Exactement au moment où paraissaient les origines de la pensée grecque, débutaient les fouilles d'une petite cité coloniale à l'est de la Sicile, Megara Iblaea. Les fouilles commencent en 1957 et la première publication date de 1976. Et ces fouilles ont eu un retentissement considérable pour toute une génération de chercheurs dans la conception, la représentation qu'on s'est faite de la cité. Megara Iblaea, donc, ce qu'on sait de son histoire, grâce aux quelques références qu'on trouve chez Thucydide, mais surtout, évidemment, grâce à l'archéologie, la cité aurait été fondée à la fin du 8e siècle, sous l'autorité d'un certain Lamis, par des colons venant de la cité de Mégare, en Grèce propre. Les colons auraient fondé un premier comptoir colonial au nord du site actuel, vous voyez, de Megara Iblaea, à l'extrême est de la Sicile. Et puis, grâce à un accord trouvé avec un roi sicule, un roi indigène, Iblon, ils auraient finalement trouvé leur territoire un peu plus au sud et se seraient installés sur un grand plateau calcaire en bordure de mer, à une vingtaine de kilomètres au nord de Syracuse. Voilà le site actuel, une partie du site de Megara Iblaea. Et le site est occupé de la fin du 8e siècle jusqu'à l'expulsion des habitants par Gélon, le tyran de Syracuse, autour de 480. Bon, on a pu reconstituer la trame urbaine à l'intérieur, qui se déploie à l'intérieur des remparts de la ville du 7e siècle, sur une zone très ample, environ de 60 hectares, intramuros. La muraille étant en fait assez éloignée du centre urbain. Et ce qui a d'emblée frappé les archéologues, c'est l'entreprise de planification urbaine que laissait deviner le tracé du bâti. On voit qu'à partir d'axes nord-sud, est-ouest, s'est déroulé un processus de lotissement, dont l'objectif était de construire des îlots, et à l'intérieur de ces îlots, des lots d'une superficie égale ou quasi équivalente, de 1000 pieds carrés, lots qui sont alignés les uns à côté des autres. Vous voyez à chaque fois, dans chaque îlot, tel que vous pouvez le voir ici, chaque îlot serait constitué de 2 lots d'une taille à peu près équivalente qui se répartissent comme ça le long des espaces de circulation. Et au cœur de cet espace urbain se trouve l'agora, vaste espace de forme trapézoïdale. La constitution de cet espace
est en elle-même intéressante, car si on suit ce que Georges Vallet et François Villard ont avancé, elle se serait déroulée en 2 phases. Au moment de la fondation de la cité, à la fin du 8e siècle, voire au tout début du 7e siècle, l'agora aurait été un espace réservé, vide de toute habitation et de toute forme de lotissement, avant tout un lieu de rassemblement à l'origine. Et c'est dans la seconde moitié du 7e siècle que cet espace aurait fait l'objet d'une première phase de monumentalisation avec l'installation sur ses bordures de plusieurs monuments de fonction civile et religieuse, sanctuaires et un prytanée. Lors de la publication du site de l'Agora en 1976, c'est précisément à la lumière du Eis Maison de Vernon que les archéologues Vallet et Villard interprétons cette agora. Et de ce point de vue-là, la cité de Valais et celle de Vernon sont assez semblables. L'agora est d'abord cet espace réservé au centre de la communauté, dont la vocation est d'assurer l'égalité des différentes composantes de la communauté. Dans sa trame urbaine, la subdivision de la cité, avec ce principe des lots de taille équivalente, répond au principe de l'isomoïra, c'est-à-dire l'égalité des lots qui donne lieu donc à un espace géométrisé, rationnel, soumis à une même orientation politique réfléchie, comme s'il y avait une projection spatiale de l'égalité civique de ce nouveau corps politique en construction qu'est la cité. En même temps, l'existence de l'agora serait l'indice d'une séparation précoce, dès le 8e siècle, entre espace privé, espace public et espace sacré. Enfin, il faut noter, parce que ça me semble important, que pour une série de raisons, il allait de soi, pour les archéologues, pour Vallet et Villard, que cette agora était avant tout un lieu de parole, un lieu de rassemblement et un lieu de délibération. Et ils postulaient, ça allait de soi pour eux, qu'il s'agissait d'une agora non marchande, comme si la cité, en ses commencements, n'était en rien un espace d'échange marchand. Bref, l'agora devient, d'une certaine façon, le marqueur archéologique de cette nouvelle identité communautaire, de nature proprement politique, qui réunit les hommes entre eux. Et on pourrait dire que le vide placé de la sorte au centre de l'espace urbain donne une forme archéologique à la plénitude de l'identité citoyenne qui devient désormais le moteur de toute l'histoire grecque, nouvelle identité qui procède d'un triple affranchissement à l'égard des appartenances communautaires héritées, de la sphère privée, mais aussi des activités productives. La naissance de l'identité civique comme apparition d'une nouvelle forme d'identité et même d'une nouvelle forme de vie, voici le motif qui traverse toute l'historiographie quand elle réfléchit à la cité grecque. Dans cette ligne d'analyse, c'est sans doute Christian Meyer, grande figure parmi les historiens de l'Antiquité classique en Allemagne, qui allait le plus loin. Meyer s'est livré à une histoire sociale, institutionnelle et culturelle de la cité grecque tout à la fois, et il a tenté d'identifier ce qui serait la révolution copernicienne que représenterait l'avènement du politique en Grèce ancienne. Et Meyer se référait explicitement à l'œuvre de Carl Schmitt en identifiant la naissance du politique à une prise de contrôle de tous les aspects de la vie communautaire. Le politique représentait à cette époque un domaine de vie dense et actif, non pas d'une société au sens moderne du terme, laquelle se situe avec ses domaines en dehors de l'État ou contre lui, mais de communautés de citoyens qui s'identifiaient à la chose publique. Qu'est-ce que ça signifie, de toute façon, des citoyens qui s'identifient à la chose publique? C'est évidemment difficile à décrire. Et Meyer ajoutait, dans une formule en fait assez obscure, la présence civique, c'est-à-dire au sens grec la présence politique, qui allait de pair avec l'identité politique, était à la fois la liberté des citoyens de participer aux affaires politiques et de rendre ainsi présente leur volonté, et une modalité particulière de voir le présent. Car le présent n'était pas cette ligne étroite qui sépare le passé du futur, mais un large et plein intervalle d'expérience immédiate.
présence civique, identité politique, donc autant de mots pour tenter d'approcher cette expérience athénienne qui serait unique dans l'histoire, avec l'idée que le politique, au moment de sa naissance, est d'une façon un accélérateur d'expérience immédiate. Par lui, s'accomplit dans l'histoire une présence d'un type nouveau qui confère toute sa densité au présent. Et le politique, ici, est conçu sur le mode d'une identification pleine et entière de cette nouvelle figure qu'est le citoyen à l'ensemble de la communauté, dans une perspective extrêmement idéaliste. Et de fait, Meyer se livre avant tout à une anthropologie des discours, de ce que la cité dit d'elle-même, en étant très très peu intéressé par la documentation plus ordinaire, par exemple ce que dirait l'épigraphie. Paul Venn, assez étonnamment, a quelque peu repris le propos de Meyer en développant dans plusieurs articles l'idée d'une citoyenneté grecque qui serait placée sous le paradigme du militantisme. Paul Venn expliquait que le militantisme correspondait à l'idéal de la citoyenneté en Grèce ancienne. Selon cet idéal, le métier de citoyen, ce militantisme, absorbait le tout de l'homme qui n'avait plus ou aurait dû ne plus avoir de métier, de désir, de vie privée. L'homme concret ne devait être que citoyen. Et cette représentation du citoyen militant, de sa cité, elle trouve évidemment de quoi s'alimenter dans des grands moments célèbres de l'histoire grecque scolaire. Socrate, dans sa prison, dans le Criton de Platon, qui refuse de quitter sa prison par respect pour les lois de la cité. Les Athéniens réunis en assemblée avant l'expédition de Sicile, par exemple. Bon. Mais évidemment, une telle conception a ses fragilités. Bon, tous les travaux récents nous invitent à envisager autrement la question. Par rapport à ce que, bien qu'ils aient des ancrages théoriques très très différents, Vernant, Meyer ou Paul Venn pouvaient avancer. On a montré, par exemple, que la vie publique et la vie privée, l'ordre du démotion et celui de l'idion, ne sont pas deux modalités absolument antagonistes de la vie civique, mais plutôt deux polarités entre lesquelles la vie communautaire ne cesse de s'organiser. C'est ce que de très nombreux travaux, depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, ont cessé de montrer. On a aussi réfléchi à l'existence de trois espaces de nature fondamentalement distincts existaient dans le fonctionnement ordinaire de la cité. Le public, le privé et le civique. Il existe une sphère d'activité collective dans la cité qui est proprement publique, mais qui n'est pas civique. Au sens, par exemple, où des étrangers ou des femmes peuvent y trouver leur place. Pour le dire autrement, l'échelon civique ne constitue qu'un échelon parmi d'autres d'expression du koinon, du public, qui engage en réalité de nombreuses activités très différentes et se déploie à des échelles très variées. Il faudrait ajouter aussi, évidemment, que le rapport de la cité au travail et de manière plus générale à l'activité marchande a été complètement revisité. Surtout, de nouveaux schèmes imaginaires, pour reprendre l'expression de Castoriadis, se sont imposés. La question de la naissance de cet homme nouveau que serait le citoyen n'est plus vraiment au centre des débats. À l'heure du capitalisme cognitif et dans le sillage de toutes les réflexions autour des nouvelles formes de démocratie, les formes d'articulation entre les différents sous-groupes et les différentes identités qui tissent ou qui constituent les sociétés civiques antiques, sont désormais au cœur des interrogations. Et il y a un mot dans ce panorama scientifique et intellectuel qui s'est imposé, mais au point de devenir absolument un cliché, c'est celui de réseau. Le terme de réseau, maintenant, sert à désigner à la fois le monde grec dans son ensemble et les relations entre cités. C'est-à-dire que le monde grec est maintenant pensé avant tout comme un réseau de cités, même un réseau de réseaux, qui conduirait depuis l'ouest de la Méditerranée jusqu'à la mer Noire, réseau de réseaux qui serait dépourvu de centre depuis l'époque archaïque. Mais le terme de réseau sert aussi à décrire les relations entre individus ou entre communautés à l'intérieur même de la cité. Dernièrement, et c'est quand même un paradigme intéressant, le travail d'un historien américain a donné une extension considérable à cette notion, en lui conférant notamment une portée modélisatrice.
Il s'agit de l'œuvre de Josiah Huber, qui est professeur d'histoire grecque et en même temps de sciences politiques à Stanford. Dans ces deux derniers livres, le grand projet d'Huber consiste à interroger les formes d'intelligence collective décentralisée à l'œuvre dans la cité grecque. Dans une démarche, et c'est extrêmement étonnant, qui s'inspire en grande partie des sciences naturelles. Il y a tout un passage dans l'œuvre d'Huber dans lequel il réfléchit au modèle d'organisation des fourmilières, modèle qui, selon lui, serait en partie duplicable au sujet de la cité grecque, les fourmis offrant un modèle d'intelligence, enfin pas les fourmis, les fourmilières, d'intelligence collective décentralisée, reposant sur l'échange continu d'une masse très importante d'informations et qui pourrait servir de modèle pour penser les réalités grecques de l'époque classique. Et Huber en vient à avancer que l'efflorescence grecque, pour ne pas dire le miracle grec, résiderait dans le développement optimal de la coopération sociale à travers l'organisation idéale d'une intelligence collective décentralisée. Bon. Il y a là une conception du politique grec qui est très étonnante, notamment pour tous ceux qui ont appris la politique en Grèce ancienne à la lecture de Vernon, Vidal-Naquet ou d'Étienne. C'est-à-dire un politique qui n'est plus pensé sur le mode de l'avènement d'une rationalité nouvelle ou d'une identité communautaire d'un type nouveau, et qui s'imposerait sur tous les autres, mais un politique qui serait avant tout défini comme l'objet d'une transaction permanente, une négociation, à la manière d'un marché entre des acteurs rationnels. Et le politique, ici, est constitué de gens qui expérimentent, qui négocient, qui coopèrent, bien davantage qu'ils ne s'affrontent, qu'ils ne se dominent ou éventuellement qu'ils ne s'exploitent. Et le marché joue un rôle absolument central dans un tel paradigme. Le présentisme de la démarche de Huber est clairement assumé. Il s'agit de penser une cité grecque au présent et, d'une certaine façon, une cité grecque en miroir de cette fourmilière technologique qu'est la Silicon Valley et qui est le cadre dans lequel travaille Josiah Huber. Mais en même temps, Josiah Huber pose une question neuve et importante, celle de la circulation de l'information et aussi celle des formes de composition du tissu social dans la cité grecque d'époque classique. Mais ce qui manque à cette perception de la cité, à ce paradigme du réseau, c'est tout d'abord, d'une certaine façon, l'ambition de saisir l'expérience sensible de l'appartenance civique. Quelque chose peut-être, justement, que le terme d'expérience communale veut désigner. Et surtout, derrière cette invocation très générale du réseau, la cité que présente Huber est assez monochrome. Tout y circule sur un rythme assez similaire. Et cette cité est traversée par un régime d'intensité continue, toutes les relations se déployant sur un espace qui, d'une certaine façon, est dépourvu de toute irrégularité, et dont l'existence est du coup assez peu probable. Un lien civique, un sentiment d'appartenance commune qui ne se déploie pas de façon homogène et continue dans tous les champs de l'expérience collective, qui a justement ces intermittences, ces zones d'intensité relative. C'est précisément, je crois, ce qu'il faut parvenir à restituer. Et c'est pourquoi je voudrais maintenant évoquer deux types de recherches récentes que je conduis avec deux collègues et amis, l'un historien, l'autre philosophe, l'un est dans la salle, Vincent Azoulay, l'autre pas encore, mais peut-être qui viendra quelque peu plus tard, c'est un collègue d'ailleurs de Carole, Arnaud Masset, et deux approches justement qui précisément tentent d'approcher un peu différemment la question. Elles ont toutes deux pour point commun quelque chose qui pourrait sembler à première vue incongru, c'est qu'elles placent la pratique musicale au cœur de l'expérience civique, où elles tentent en tout cas de dégager un champ de signification, ou un schème imaginaire, qui entrevoit la vie civique sous l'égide d'une expérience musicale. Alors, je m'explique. Le premier projet, avec Vincent Azoulay, ambitionne d'écrire ce qui serait une histoire chorale de la cité classique. Il s'agit de se mettre à l'écoute d'une métaphore courante dans l'imaginaire civique athénien, la métaphore chorale. Les auteurs anciens ont mis en avant la figure du chœur, le chœur tournant sur lui-même, organisant une expérience commune et visant à créer l'accord entre les participants. Ils ont mis en avant cette métaphore à plusieurs reprises pour penser la cité. Aussi bien la cité comme un chœur que la cité comme somme des chœurs ou comme combinatoire de chœurs. Mais à cette première remarque,
dans notre recherche en cours, on veut ajouter un autre élément, poser un schéma imaginaire, encore une fois, s'interroger sur la façon dont le modèle choral, cette fois-ci au présent, et notamment l'usage du modèle choral dans la fiction contemporaine, comment cette référence chorale peut éventuellement informer une forme spécifique d'écriture de l'histoire, à même de rendre compte du fonctionnement de la société athénienne. Et donc notre idée, c'est qu'une approche en termes choral, à la jonction de la conception spécifiquement grecque du chœur et de sa conceptualisation contemporaine dans le champ de la fiction, permettrait de se tenir au plus près des formes de composition du social, de l'assemblage des groupes et des identités aux différentes échelles de la vie sociale athénienne et restituer quelque chose de l'expérience communale athénienne. Alors on le sait, l'activité chorale était une réalité profondément enracinée au cœur de la vie ordinaire des citoyens athéniens, notamment au travers de la pratique très répandue du dithyrambe, donc une formation chorale très singulière par laquelle on chantait et on dansait en cercle, c'est le principe du kuklios choros. Au 5e siècle, chaque année, 1000 citoyens ou citoyens en devenir étaient directement impliqués tous les ans dans de telles manifestations qui constituaient le grand spectacle civique par excellence et qui mettait en compétition 10 chœurs de 50 garçons, 10 chœurs de 50 citoyens adultes en même temps, à raison donc de 1 chœur par tribu. Et ces chœurs ne se produisaient pas seulement lors des grandes fêtes qu'étaient les Dionysies, mais aussi au cours d'une série d'autres fêtes. Du coup, il n'est pas du tout étonnant de voir cette idée constamment affirmée dans les sources anciennes, selon laquelle l'Athènes classique, cité festive par excellence, aurait porté la pratique chorale à un degré d'excellence inégalé. Aucune autre cité, dit Xénophon, ne peut rivaliser avec Athènes pour ce qui est de l'organisation de l'activité chorale. Et si l'activité chorale avait une telle importance, c'est aussi parce qu'elle faisait partie de la paideia, de l'éducation de tous les jeunes Athéniennes et des Athéniens. Elle contribuait, en ce sens-là, à les préparer, c'est ce que les auteurs anciens disent, à leur rôle respectif au sein de la communauté, avec cette idée que, dans la pratique chorale, chacun prend conscience du sens de l'ordre ou du cosmos nécessaire au fonctionnement de la cité dans ses différentes composantes. Et de ce point de vue-là, le chœur offre le modèle de ce que serait une communauté euphonique, une communauté bien ordonnée, une communauté bien accordée. Il faudrait ajouter aussi que le modèle choral était le lieu d'expression d'une véritable esthétique démocratique. Le succès de l'institution chorale à Athènes s'explique parce qu'elle entretenait un lien étroit, presque consubstantiel, avec le système institutionnel créé par le grand Clisthène, le fondateur de la démocratie athénienne, à la fin du VIe siècle, le système isonomique. Les chœurs étaient organisés dans le cadre des tribus fondées par Clisthène, placés sous le contrôle des magistrats, et la pratique chorale, de ce point de vue-là, peut être considérée à la fois comme une institution réglée par la loi et comme un rituel célébré en l'honneur des dieux. Et dans son déploiement concret, le chœur exprimait les principes fondateurs du régime isonomique athénien, qu'il soit placé en cercle ou en carré. Le chœur réalisait visuellement le principe d'égalité entre citoyens. Et sous sa forme circulaire, il supposait, en outre, l'intervisibilité de tous les participants, mettant en scène la transparence propre au régime démocratique. Et en ce sens-là, d'une certaine façon, le chœur est un élément clé d'une véritable esthétique démocratique. En même temps, au-delà du discours parfois lénifiant que présentent les auteurs anciens, que présente un Platon ou un Xénophon au sujet de l'activité chorale, celle-ci recouvre une série de tensions, voire de fractures. Les chœurs, d'abord, sont placés en concurrence les uns avec les autres. Et de manière plus profonde, le modèle choral entretient des liens singuliers avec la stasis, avec la guerre civile. Et il est particulièrement significatif, de ce point de vue-là, juste d'observer que l'instauration des pratiques chorales sur un mode agonistique, sur le mode de la compétition entre les différents chœurs, cette instauration a eu lieu au lendemain de la stasis, la guerre civile qui a opposé
les deux factions, celle de Clisthène et celle d'Isagoras, à la fin du VIe siècle à Athènes. À travers l'organisation des concours choraux, à la fin du VIe siècle, se met en place une forme spécifique de gestion de la stasis. Il s'agit de substituer une compétition saine entre chœurs à la stasis impie qui frappe la cité et construire de toute façon un nouvel équilibre civique interne. Et à travers l'affrontement choral, il s'agit de figurer et de dépasser, de sublimer l'expérience de la division. Bon. En même temps, j'ai affirmé que notre ambition était d'écrire une histoire chorale de la société athénienne. Et de ce point de vue, accomplir un déplacement depuis la conception antique du chœur jusqu'à la théorisation contemporaine de ce que serait une histoire chorale. Alors c'est un lieu commun aujourd'hui d'affirmer que le cinéma et la littérature peuvent informer l'histoire, mais pas seulement au titre de source, qu'il s'agit aussi de façon d'écrire l'histoire. Ce sont des modalités singulières d'écriture historique. Et de toute façon, on pourrait se demander, est-ce que l'historien n'a pas à tirer profit d'une forme narrative spécifique, propre au cinéma ou à la littérature, qui serait justement le roman choral ou le film choral. Forme, il faut l'avouer, évidemment, qui n'a pas de canon esthétique bien constitué. En fait, on appelle roman choral ou film choral des choses très différentes dans leur forme. Mais la question du roman choral, si on essaie de la poser un peu plus précisément, et c'est notamment ce qu'a tenté de faire un critique littéraire qui s'appelle Vincent Message, dans un ouvrage intitulé « Romancier pluraliste », il a essayé de théoriser ce qui serait le roman pluraliste, ouvrage qui est paru en 2013. Alors, si on essaie de le suivre, parce que c'est une réflexion en réalité sur justement la forme chorale, ce qu'il écrit sur le roman pluraliste. Selon Message, ce qui sera au cœur du roman pluraliste, c'est la construction kaléidoscopique du récit et la multiplication des voix et des registres de langue. Le modèle pour lui étant l'œuvre de Pynchon ou celle de Salman Rushdie. Et si on en croit Message, la polyphonie qui caractérise le roman pluraliste n'est à chaque fois que l'indice d'une interrogation plus large qui porte, dans chacun de ces romans, sur la composition du social, placée au centre de la matière narrative. Au lieu de retracer l'arrivée d'un sujet en devenir dans un tout préconstitué, on donne à voir, dans le roman pluraliste, le mouvement d'organisation continu et difficile d'un tout qui voudrait être plus que la somme de ses parties. L'effort collectif d'une société toujours en train de se faire. Voici ce qui serait le sujet véritable du roman pluraliste. Et je crois que, réfléchi de façon dans le miroir de l'historien, de ce point de vue, l'écriture chorale conduit à questionner de façon originale l'homogénéité, pour l'historien, l'homogénéité de l'espace social, l'articulation de différentes sphères d'action qui sont plongées dans des textures de temps distinctes et pourtant qui sont contemporaines, les unes avec les autres, actions qui peuvent être accordées ou désaccordées. Et l'enjeu dans tout ça, c'est aussi de pouvoir évidemment radiographier des intensités sociales saisies dans leur intermittence. Le modèle choral, il permet de penser l'individu toujours dans les collectifs dans lesquels il est inséré, qu'il porte et qu'il le porte. Mais en même temps, il permet de penser, c'est le propre du chœur, des formes de regroupement qui ne sont pas nécessairement gravées dans le marbre et qui pour autant ne sont pas évanescents. Ils sont créés par des performances répétées et les chœurs n'ont d'autre durée que celle de l'activité effective, concrète du collectif. Ça permet d'une façon d'aborder le social comme une construction provisoire qui peut trouver évidemment à certains moments une forme stable, mais sans qu'il s'agisse jamais d'une règle. D'une certaine façon, ça permet de penser la formation et la dissolution des collectifs. Le second projet dont je voudrais parler, j'en dis juste quelques mots très rapides, parce que j'ai été trop long. Donc c'est un projet, cette fois-ci avec mon
collègue et ami Arnaud Massé, qui est philosophe et platonicien, il consiste à réinterroger le moment fondateur du régime démocratique athénien, c'est-à-dire la réforme de Clisthène, à la fin du VIe siècle, en 508-507 avant notre ère, réforme dont Hérodote nous a appris, et puis c'est ce qu'on apprend toujours en histoire grecque, que ce sont les réformes qui fondent le régime démocratique athénien. C'est l'acte de naissance de la démocratie athénienne. En quoi consistent les réformes, ou la réforme de Clisthène? Elle consiste très simplement en un acte de réorganisation du corps civique. Avant Clisthène, la cité était constituée, ou la communauté civique était constituée de 4 entités, 4 tribus, on dit, même si le terme de tribu est très peu approprié, parce qu'en fait c'est des divisions artificielles de la communauté. Clisthène redivise, recompose la communauté en 10 groupes, mais selon un modèle de répartition un peu complexe, c'est-à-dire qu'à partir de Clisthène, et pendant toute l'époque classique, mais même jusqu'à la fin de l'époque hellénistique, jusqu'au 1er siècle avant notre ère, chaque citoyen athénien appartient à un dème. Le dème, dans le schéma simplifié que vous avez ici, ce sont tous les points noirs que vous voyez là. Et les dèmes sont ensuite répartis au sein de 10 philae, 10 tribus, qui sont des constructions artificielles, mais selon une logique assez complexe, puisque cela passe par l'intermédiaire de tritis, les tritis étant des tiers de tribus. C'est-à-dire que l'ensemble du territoire athénien est divisé en 3 zones, les zones 1, 2, 3 que vous voyez là, la ville, à proprement parler, et le territoire est divisé entre une zone qui est la Mésogée, et donc grand espace central du territoire de l'Attique, et la Paralia, qui constitue les confins, et surtout tout l'espace littoral de l'Attique. Et chaque tribu est dès lors constituée d'une tritie de la Paralia, voilà, une tritie de la Mésogée et une tritie de l'Astu. Donc, une reconstruction, l'idée étant, si on suit Aristote, que les Athéniens, désormais, soient mélangés, c'est-à-dire que des Athéniens de différentes parties de l'Attique soient désormais obligés de vivre ensemble, véritablement, puisqu'appartenant à une même tribu. Donc, on a une reconstruction artificielle de la communauté, selon un schéma abstrait, qui fait fi, théoriquement, des affiliations communautaires traditionnelles, l'organisation décimale devenant même la base du calendrier politique de la cité, puisqu'on a désormais un calendrier de 10 mois qui succède au calendrier précédent, qui est un calendrier de 12 mois. Et en fait, dans la cité d'époque classique, on a 2 calendriers qui coexistent, ce qui est extrêmement compliqué, un calendrier politique fondé sur les 10 mois et un calendrier religieux fondé sur les 12 mois. Notre lecture de la réforme clisténienne, elle est toujours marquée, c'est comme ça qu'on l'apprend et qu'on l'enseigne, par un grand livre, le livre que Pierre Vidal-Naquet et Pierre Lévesque avaient écrit en 1963, Clisthène l'Athénien. Pour ces 2 auteurs, la réforme, elle caractérisait l'avènement d'une rationalité politique, c'est-à-dire l'avènement d'un temps et d'une conception de l'espace spécifiquement politique, qu'ils envisageaient eux-mêmes comme un processus de laïcisation du fonctionnement communautaire. Ils employaient le terme de laïcisation. Et dans cet avènement d'une rationalité politique inédite, Clisthène jouait un rôle central. C'était véritablement un démiurge géomètre qui avait redécoupé abstraitement le territoire politique de l'Attique. Et de façon extrêmement originale, Vidal-Naquet et Lévesque développaient par ailleurs l'hypothèse selon laquelle il existait des correspondances entre cette nouvelle conception de l'espace, géométrisé, rationalisé, avec ce système des 10 tribus, et la pensée philosophique et artistique de leur temps, et en particulier la pensée pythagoricienne. Avec Arnaud Massé, nous pensons que la réforme peut se prêter à une autre lecture. D'abord, il faut relativiser le postulat selon lequel il s'agirait d'une recréation radicale des modes d'affiliation communautaire. C'est un travail très long, mais
très compliqué qui est fondé essentiellement sur l'épigraphie, qui consiste à essayer de comprendre dans quel dème correspond à quel tritique, qui correspond à quelle tribu. Et on arrive à différentes cartes de l'Attique, du fonctionnement institutionnel de l'Attique, tel que vous voyez là. D'autres existent parce que tout ça reste un peu discuté, mais ce qui est certain, c'est que les modes d'affiliation communautaire traditionnels ne sont pas tous renversés par la cité, par la réorganisation clisténienne. Par ailleurs, le rôle même de la figure de Clisthène, ce démiurge géomètre, à mon avis, est tout à fait à relativiser. Et en fait, c'est toute la généalogie de la réforme qui reste à interpréter. Et en fait, ce qu'on essaie de mettre en évidence, c'est que cette immense réorganisation de la vie civique, particulièrement complexe, mais qui s'est déroulée très certainement en un laps de temps très court, s'inscrit dans des pratiques de composition, de fragmentation et de recomposition des collectifs qui étaient quelque chose de très courant dans le monde des cités archaïques. On en voit les premières traces dans les pratiques militaires telles qu'elles sont décrites dans le monde de l'épopée. On peut montrer que les processus de division, de composition des collectifs, souvent extrêmement sophistiqués, elles sont déjà à l'œuvre dans l'art du rangement des hommes qui est attribué au grand chef de l'épopée, à Nestor ou à Ulysse, chez Homère. On en voit aussi, sur le plan politique, la trace déjà dans certaines cités du 7e siècle et du 6e siècle. De ce point de vue-là, Athènes, à la fin du 6e siècle, n'invente rien. On a des réformes qui sont très proches de celles de Clisthène, peut-être à Corinthe à la fin du 7e siècle, sans doute à Érétrie, dès plusieurs années avant la réforme clisténienne. Du coup, l'hypothèse au sujet de ce moment fondateur de la cité démocratique, c'est de considérer qu'il s'agit moins de l'avènement d'une identité nouvelle qui supplanterait toutes les identités héritées. La question centrale, c'est avant tout celle de l'instauration de bons schèmes combinatoires qui permettent des recompositions multiples du corps social, pouvoir diviser le corps social en tous sens, le décomposer et le récomposer à loisir. Ce serait l'enjeu fondamental de la réforme. La structure clisténienne étant elle-même une structure mobile, puisqu'elle évolue dans le temps jusqu'à la fin de l'époque hellénistique. Et tout ça a conduit à en fait aller vers une histoire politique qui a partie liée avec l'histoire militaire, mais aussi avec l'histoire des mathématiques grecques. Et de ce point de vue-là, si on revient à l'évêque Évidal-Naquet, ils ont insisté sur l'inspiration pythagoricienne qui serait au centre de la réforme clisténienne. Et ils se sont intéressés en particulier à l'usage des nombres. Pourquoi le chiffre 5, le chiffre 3, le chiffre 10 à l'œuvre dans la réforme de Clisthène? Peut-être que l'inspiration pythagoricienne se situe ailleurs, et elle se situe peut-être dans une notion clé chez les pythagoriciens, qui est la notion d'intervalle, diastema. La question clé étant celle des rapports et des intervalles qui dérivent de toute numération, des mathématiques, mais aussi de la musique. Dans la cité classique, une des grandes singularités de la vie athénienne tient à la multiplicité des groupes qui traversent cette société. Être citoyen, c'est appartenir, comme on le voit dans la réforme clisténienne, à la fois à un dème, une tritie, à une tribu. C'est surtout, et c'est assez spécifique à Athènes, appartenir à deux groupes qui ne se superposent pas du tout. Le dème, d'un côté, la fratrie, qui sont deux groupes qui ont des fonctionnements différents, mais pour être citoyen, il faut appartenir à ces deux groupes, donc qui ont un fonctionnement dissocié et articulé. On ne peut pas imaginer un citoyen complet qui ne soit pas à la fois membre d'un dème et d'une fratrie. Pourquoi le chiffre 10 pourquoi ce système décimal, qui est au cœur du système clisténien? Chez les pythagoriciens, le chiffre 10, c'est le chiffre qui contient tous les nombres. Athénagoras, donc un auteur très tardif, mais qui transmet une partie de l'héritage, enfin, une partie de la tradition pythagoricienne, Athénagoras écrit que pour les pythagoriciens, le plus grand et le meilleur des nombres, c'est la décade, qui est l'enveloppe de toutes les proportions arithmétiques et harmoniques. On a une pensée ici du nombre. Donc, le chiffre 10, c'est le chiffre dont procèdent tous les autres nombres, c'est-à-dire tous les schèmes combinatoires, toutes les proportions et tous les intervalles. On a ici une pensée du nombre et de l'intervalle qui a pour horizon une cité égalitaire. De toute façon, on a un gouvernement par les nombres qui a pour horizon l'égalité politique. Mais cette pensée du nombre et de l'intervalle est aussi une pensée de la musique,
une pensée harmonique. La dizaine, chez les pythagorésiens, désigne la somme des 4 premiers nombres et l'ensemble des 4 nombres, j'entends pas dans les détails, qui représentent les accords musicaux essentiels. Et ça nous ramène, de toute façon, à ce que je disais sur le chœur. Et qu'il puisse y avoir un modèle musical à l'œuvre ou à l'arrière-plan de la construction de la cité, c'est ce que montre le cas d'une cité sicilienne qui est située un peu au sud de Megara Iblea, qu'on connaît grâce à un nombre, on connaît l'organisation interne de cette cité grâce à un certain nombre de tablettes qu'on a découvert en 1992, qui listent les fratries de la cité de Camarina. On sait que dans cette cité, il existait 18 fratries. Certaines des fratries, donc des subdivisions du corps civique, sont désignées par des nombres. Mais la première et la dernière de ces fratries prennent le nom des 2 cordes extrêmes de la lyre, upaté et netté, qui désignent donc les intervalles extrêmes de la lyre. Donc, ici, à Camarina, la lyre sert de modèle géométrique et arithmétique pour penser la cité. Du coup, qu'est-ce qui reste d'une façon de Clisthène? Non pas le démiurge géomètre dont parlaient Vidal-Naquet et l'évêque, mais d'une façon un harmoniste, celui qui dispose d'un savoir des harmonies, des mesures et des intervalles. L'art du gouvernement, d'une façon comme le savoir d'une harmonie qui est toujours à construire, car le temps ne cesse potentiellement de la désaccorder. La souveraineté, d'une façon comme à partir du schème musical ou comme le savoir d'une harmonie, et je finirai là-dessus, c'est ce qu'on trouve à la toute fin du Richard II de Shakespeare. Lorsque Richard II, qui n'est plus Richard II, est dans sa prison, à l'acte 5, et qui s'exclame « La musique devient odieuse lorsque la mesure n'est pas respectée. Cela est vrai de cette autre musique qu'est la vie. Et moi qui ai l'oreille assez fine pour sentir les fautes d'un racleur de cordes, quand il s'agissait de l'harmonie de mon royaume, j'oubliais que je n'observais ni le temps ni la mesure. J'ai offensé le temps, il se venge car à présent il m'a pris pour son horloge. Mes pensées sont des minutes, mes soupirs comme une pendule se déclenchent. Regardez, voici le cadran visible où mon doigt, en essuyant mes larmes, indique l'heure comme une aiguille. » Voilà, de toute façon, ce serait peut-être dans cette ligne-là qu'il faudrait, à la lumière de ce Richard II, qu'il faudrait relire le personnage Clisthène et sa réforme. Voilà. Merci beaucoup.